Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je souhaiterais vous parler de liberté publique. Alors, vous verrez que finalement liberté publique c'est un concept dans les enseignements académiques tout au moins qu'on utilise de moins en moins puisqu'on lui préfère l'expression droit et liberté fondamentaux. Voilà. Autrement dit, il est plus difficile aujourd'hui d'acheter un livre de liberté publique que d'acheter un livre de droits et libertés fondamentaux. Il est pratiquement, à mon avis, impossible d'aller suivre un enseignement de liberté publique à l'université que d'aller suivre un enseignement de droits et libertés fondamentaux. Et ça, depuis le début des années 90, on est passé, en fait, des libertés publiques aux droits et libertés fondamentaux, mais ça pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'on parle vraiment de la même chose, en fait ? Quand on parle de liberté publique et quand on parle des droits et libertés fondamentaux, est-ce que les titulaires du droit sont les mêmes? Est-ce que l'objet sur lequel portent ces matières est le même? Vous voyez, donc on peut se poser toutes ces questions. Et si on ajoute à cela le glissement qu'il y a eu à une époque entre droits de l'homme et liberté publique, on vient complexifier encore la chose. Bon. Alors l'objectif pour nous, c'est de nous repérer un peu et d'essayer de réfléchir. Je ne suis pas certain d'apporter une réponse totalement claire, je le dis très clairement, ce n'est pas si simple que ça en fait, mais je vais essayer de vous apporter quelques éléments qui permettront peut-être d'affiner la réflexion. Mon objectif, il est très simple, c'est d'essayer d'intégrer les droits sociaux, puisque c'est la matière qui est la nôtre, dans ces différents concepts. Les droits sociaux, est-ce que ce sont des droits de l'homme? Est-ce que ce sont des droits qui peuvent être intégrés dans les droits et libertés fondamentaux? Est-ce qu'ils ont un rapport avec les libertés publiques? Vous voyez, c'est un peu compliqué. Alors, la première chose qui me semble à peu près évidente, c'est que quand on dit droits de l'homme, ça nous renvoie quand même à l'histoire de France. Ça nous renvoie à la Révolution française. Les droits de l'homme s'inscrivent contre l'ancien régime, en fait, d'une certaine manière. C'est un idéal politique, hein, les droits de l'homme. Et en plus, il y a cette notion d'universalité des droits de l'homme. Hein, quelque chose d'assez universel. Alors, une universalité qui provient du fait que la France du XVIIIe siècle, donc du fameux siècle des Lumières, c'est une France qui, sur la scène internationale, est puissante. Démographiquement, elle est puissante, économiquement, elle est puissante, culturellement, elle est puissante, et je dirais même que philosophiquement, elle est puissante. C'est la France de Rousseau, c'est la France de Voltaire. Bon. Et donc, c'est une France qui a un impact sur la scène nationale et internationale, un impact puissant. Autrement dit, elle sert ou elle peut servir d'exemple au reste du monde. Ça, c'est très important. C'est très important parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne signifie pas la Déclaration des droits de l'homme et des Français. Il faut bien avoir ça en tête. Le citoyen dont on parle, c'est celui qui vit dans la cité. En fait, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce n'est pas la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de France. Elle a une vocation universelle.
Alors même si on peut le dire quand même un peu, on a été influencé sûrement par la déclaration des droits américaine en fait de 1787. Mais la déclaration des droits américaine, j'ai envie de dire, elle s'adresse aux Américains. Elle n'a pas une volonté universelle. Bon. Donc les droits de l'homme, c'est ça. Hein, ça renvoie à ça. Ça renvoie à cette idée d'universel, à cette idée d'humanité. Hein, c'est pour ça que homme, on peut l'écrire quand même avec un H majuscule. C'est l'homme dans toute sa dimension humaine, on va dire. Hein, voilà. Mais ça concerne donc que les hommes. Hein. Ça ne concerne pas les animaux. Vous voyez, ça ne concerne pas autre chose que la personne humaine. Quand vous dites liberté publique, je sais pas moi. Alors, si je prends une définition, parce que j'en ai trouvé une qui est pas mal, droit reconnu par la collectivité publique et bénéficiant de la plus haute protection de la part du juge. Voilà. Ok. Mais ce ne sont pas des droits reconnus explicitement ou exclusivement aux hommes, en tant que personnes humaines. Les libertés publiques, ça peut concerner les personnes morales. Donc c'est pas réservé à l'espèce humaine. Déjà, vous voyez, droit de l'homme, ça vise l'homme. Liberté publique, bah non, ça peut viser aussi des personnes morales, des associations, des collectivités territoriales. C'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a une différence majeure avec les droits de l'homme, c'est que les libertés publiques, a priori quand même, sont circonscrites au territoire dans lequel elles s'appliquent. Il suffit de regarder la carte du monde et vous constatez par vous-même hein, que vos libertés ne sont pas les mêmes en France, au Maroc, en Corée du Nord, en Corée du Sud, ou je ne sais où. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Ce que vous pouvez faire là, vous ne pouvez pas le faire là. La liberté de la presse, la liberté d'aller et venir, la liberté religieuse, toutes ces libertés ne sont pas les mêmes selon les territoires où vous vous trouvez. Hein. Donc on voit bien que le régime juridique des libertés publiques est plus circonscrit au territoire dans lequel on se trouve, alors que dans la notion de droit de l'homme, ce seraient des droits sans frontières, en fait, qui traverseraient comme ça l'humanité. Pas tout à fait la même chose. Après, historiquement, les libertés publiques, par exemple en France, moi j'ai envie de dire, c'est plus des libertés qui ont été acquises sous la Troisième République. Hein, la liberté, par exemple, syndicale, c'est une loi de 1884. Donc on est plus sous la Troisième République. C'est quelque chose qui a été acquis, et la notion de liberté publique, c'est pas seulement l'individu qui a des libertés publiques, qui est titulaire de liberté publique. Ça peut être une liberté publique qui concerne le collectif. Par exemple, la liberté de s'associer, la liberté du groupe, du syndicat, etc. Ça, il peut y avoir un aspect collectif. Alors que les droits de l'homme, hein, vous voyez bien que les droits de l'homme, ils sont rattachés à l'homme. Il n'y a pas, dans les droits de l'homme, il n'y a pas tellement le côté collectif. Alors que dans les libertés publiques, il y a bien des libertés publiques individuelles, mais aussi des libertés publiques collectives. Vous voyez, donc, voilà. Alors maintenant, si on s'intéresse à ce nouveau concept des années 90, droits et libertés fondamentaux, je pense que c'est encore un peu différent. Parce que là, on parle de fondamentalité du droit, fondamentalité des libertés. Droits et libertés fondamentaux. Donc il y a la référence au fondamental.
Et là, ça pose une question, parce que ça veut dire, par conséquent, qu'il y a des choses qui ne sont pas fondamentales. Enfin, il y a des droits, des libertés qui ne sont pas fondamentales. Donc ça implique un tri. Il faut trier entre le fondamental et ce qui n'est pas. Hein, c'est compliqué, là. Hein. Ça implique un tri. Et ça renvoie aussi à des choses un peu différentes. Qui est-ce qui protège les droits et libertés fondamentales ? Est-ce que c'est la loi qui protège les droits et libertés fondamentales ? Ou est-ce que, par exemple, c'est la Constitution qui protège les droits et libertés fondamentales ? Ce qui fait que les niveaux de garantie seraient plus élevés que peut-être des libertés publiques qui sont plus protégées par la loi que par la Constitution. Oui. Bon. Il y a une question là de hiérarchisation qui fait qu'on est dans des choses un peu différentes. Alors ce qui, moi, me semble être une idée qu'on peut soutenir largement, c'est que quand on parle de droits et libertés fondamentales, ça veut bien dire, en effet, qu'il y a des choses qui ne le sont pas, qui ne sont pas considérées comme fondamentales pour le droit, tout au moins. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, hein, mais il y aurait une distinction à faire entre ce qui relève du fondamental et ce qui ne relève pas du fondamental. Et par conséquent, on a une autre question qui se pose, qui est elle-même fondamentale, c'est la question de savoir comment on reconnaît ce qui est fondamental de ce qui ne l'est pas. Voilà, ça c'est compliqué un peu. Et moi j'ai envie de vous dire, en fait, si je devais simplifier un peu les choses, parce qu'il faut essayer d'aller vers une simplification qui fait qu'on se repère, finalement. Bah, c'est que le fondamental, en général, il est prévu par des textes qui ont une valeur supérieure à la loi. Et par conséquent, là, ça nous renvoie bien à la Constitution. Alors notre Constitution, la dernière, celle du 4 octobre 1958, puisque cette Constitution, elle est composée de la Constitution elle-même, le texte constitutionnel, mais il faut y ajouter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faut y ajouter le préambule de la Constitution de 1946, mais également la Charte de l'environnement de 2004. Donc en général, quand on parle de droits et libertés fondamentales, ça veut dire qu'elles sont visées, ou ils sont visés par un texte de valeur constitutionnelle, et donc font l'objet d'une protection au plus haut niveau, puisque c'est une protection constitutionnelle dont il s'agit. Autrement dit, pour dire les choses plus simplement peut-être, aucune loi ne peut venir limiter, contredire un droit ou une liberté de nature fondamentale. La loi est donc soumise à ce droit et à ces libertés dites fondamentales. C'est ça le principe de base. Donc c'est la Constitution qui est la référence absolue, c'est le Conseil constitutionnel qui vient effectivement nous dire cette loi, en l'état, doit être modifiée parce qu'elle vient porter atteinte à des droits et libertés considérés comme fondamentales. Voilà un peu l'idée générale, vous voyez. En plus, il y a quelque chose d'intéressant dans le concept de droits et libertés fondamentaux, c'est que ça permet d'intégrer, sans trop de problème, je dirais, une catégorie qu'on appelle les droits-créances. Je reviendrai sur cette notion. Et dans cette catégorie qu'on appelle les droits-créances, il y a précisément le paragraphe 11 du préambule de la Constitution de 1946 qui nous intéresse au premier chef, puisque c'est l'ensemble des droits sociaux. Et donc, ça voudrait dire, et ça veut dire, que les droits sociaux sont protégés par la Constitution. Par conséquent, on ne peut pas les faire disparaître de notre ordonnancement juridique. Cela dit, et vous le savez très bien, on peut quand même y porter atteinte, dans une certaine limite, mais on peut quand même y porter atteinte. Alors,
là, ça nous permet de réfléchir à quelque chose. Ce qu'on voit, par exemple, au travers de ce que je dis, c'est notamment le fait que pour reconnaître les droits et libertés fondamentaux, en fait, on les reconnaît parce que ce sont des droits que l'État doit garantir. Il doit les garantir. Il a même l'obligation juridique de les mettre en œuvre. C'est plus qu'une garantie. C'est une obligation de mise en œuvre. Avec une limite. C'est que s'il ne le fait pas, on ne peut rien faire. Si ce n'est politiquement, c'est-à-dire par notre bulletin de vote, on vote contre telle et telle chose. Mais on ne peut pas obliger l'État à mettre en œuvre les droits et libertés fondamentaux. Alors je prends un exemple. Là j'ai la Constitution, et donc c'est la Constitution, notre Constitution actuelle. Donc voilà, je vous la montre. Voilà la Constitution. Alors c'est une Constitution qui s'achète dans n'importe quelle librairie. C'est publié par la documentation française, comme vous pouvez le voir ici. Ça vaut, alors celle-là par exemple, elle vaut 3,20 €. Bon, peut-être que ça a augmenté un peu, mais ça vaut pas plus cher que ça. Donc vous avez la Constitution, le texte, vous avez la Déclaration des droits de l'homme, le préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l'environnement, et les grands discours des différents présidents de la République. Ça va de Charles de Gaulle, maintenant à Emmanuel Macron. Voilà. Alors là, moi, à l'époque, parce que je ne l'ai pas racheté depuis, ça s'arrête, oui, quand même. Ça s'arrête à Nicolas Sarkozy, c'est pour vous dire, j'ai quand même 2 présidents de retard là, au niveau des discours. Mais les textes n'ont pas changé en eux-mêmes, donc c'est toujours valable ça. Ça pèse 52 grammes, ça. Et je vous dis, ça vaut pas grand-chose, en termes de prix. Pourtant, c'est intéressant. Voilà. Alors je reviens à ma petite histoire. Là, c'était un peu anecdotique ce que je raconte. Là, je suis donc dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Et je regarde le paragraphe 11 qui est là. Et je le lis. Alors, on parle de l'État, de la nation. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Cette catégorie-là de droits, on appelle ça des droits-créances. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun et chacune d'entre nous avons le droit d'obtenir les garanties qui sont énoncées dans le préambule de 1946, ce qui signifie que l'État est débiteur de cette obligation, donc c'est à l'État de mettre en place cette obligation. Ça s'appelle des droits-créances. Et quand vous utilisez l'expression droits et libertés fondamentaux, vous pouvez intégrer les droits-créances que je viens de citer dans les droits et libertés fondamentaux. Donc ça veut dire que ces droits-là, en particulier, trouvent une place à l'intérieur des droits et libertés fondamentaux, alors que si on utilise l'expression liberté publique ou seulement droits de l'homme, c'est plus difficile de les intégrer dans la notion de droits de l'homme, c'est plus difficile de les intégrer dans la notion de liberté publique. Donc à la limite, on pourrait dire que pour nous, en tant que travailleurs sociaux, la référence à droits et libertés fondamentaux donne du poids au droit qui est le nôtre, c'est-à-dire le droit de l'aide sociale. Donc c'est pas trop mal, finalement, comme type de raisonnement, ça nous permet de soutenir que ces droits qui sont sociaux sont aussi des droits qui sont constitutionnalisés, puisqu'ils sont dans la Constitution, finalement. Et comme ils sont constitutionnalisés, ils doivent faire l'objet d'une protection particulière qui est garantie par le Conseil constitutionnel.
Donc c'est pas rien quand même, hein. C'est quand même quelque chose de très très important, me semble-t-il. Donc intégrez bien cette idée, hein. Donc on a vu, hein, ici ensemble un peu l'intérêt d'utiliser plutôt tel mot que tel autre mot, les matières, la façon dont on les nomme, ça peut porter un certain nombre de choses quand même, hein. Donc voilà. Voilà pour cette précision sur le vocabulaire qu'il faut utiliser à mon avis. Encore une fois, c'est une analyse qui m'est propre. On n'est pas obligé de la partager, hein. Il peut y avoir un débat là-dessus, évidemment. C'est pas un problème en soi. La question est de savoir si on a un argumentaire à opposer à celui qui parle. Voilà, ça s'arrête là. Voilà pour cette toute première partie. Je continuerai un peu à expliquer un certain nombre de choses, mais pour l'instant on va essayer de retenir, hein, l'essentiel. Droits de l'homme, liberté publique, droits et libertés fondamentaux, 3 concepts qui sont porteurs de sens, mais de sens différents. Et pour ce qui nous concerne, droits et libertés fondamentaux, ça semble être plus adapté à la spécialisation de notre matière, le droit de l'aide sociale, puisque, en effet, ça permet de lui apporter une protection plus grande, puisqu'il serait protégé par la Constitution. Et puis, ça permet aussi de désigner l'État comme étant débiteur d'une obligation particulière, celle de mettre en place un droit social, un droit de l'aide sociale dans notre société. Donc finalement le garant de tout ça, c'est le Conseil constitutionnel, c'est lui qui joue un rôle fondamental en la matière, hein. C'est lui qui garantit le respect des droits et libertés fondamentaux. À chaque fois qu'il est saisi en vue de la vérification de la conformité d'une loi à la Constitution, il est amené à des fois sanctionner la loi justement parce qu'elle n'est pas conforme à la Constitution, parce que manquant au respect d'un droit ou d'une liberté considérée comme fondamentale. Voilà, c'est ça le principe de base, hein. Alors, simplement pour remettre les choses un peu en mémoire, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres. 3 membres sont nommés par le président de la République, 3 autres par le président de l'Assemblée nationale, et enfin les 3 derniers par le président du Sénat. Le président du Conseil constitutionnel est nommé quant à lui par le président de la République. Par ailleurs, il faut savoir que pour chaque nomination, l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat, dans le cadre de commissions qui leur sont propres, peuvent s'opposer à une nomination, mais à condition de réunir une majorité qualifiée de 3/5. Donc c'est possible quand même. Voilà ce qui est un peu de la composition du Conseil. J'ajoute simplement que les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Donc ils jouent un rôle fondamental. Alors, à 2 niveaux, hein, on appelle cela soit le contrôle a priori de la loi, soit le contrôle a posteriori de la loi. Alors, a priori de la loi, ça veut dire avant sa promulgation, le Conseil constitutionnel peut faire l'objet d'une saisine, donc il est saisi, et en vue de contrôler effectivement la conformité de la loi à la Constitution. Alors qui peut saisir le Conseil? Eh bien, le président de la République peut saisir le Conseil constitutionnel, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, et depuis 1974, 60 députés ou 60 sénateurs, ce qui permet effectivement à l'opposition, par exemple, de saisir le Conseil constitutionnel contre une loi, hein. Et donc le rôle du Conseil, c'est de vérifier effectivement la conformité de la loi en question à la Constitution. Donc il vérifie bien, hein, la conformité des lois, pas des décrets, des lois, exclusivement des lois. Bon. Et puis enfin, on peut rajouter que depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil constitutionnel peut être saisi au cours d'une instance devant un tribunal judiciaire ou devant un tribunal administratif par un citoyen lambda, je dirais,
hein, en vue de faire contrôler effectivement la conformité d'un texte, hein, à la Constitution. Donc c'est plutôt un contrôle dit a posteriori. Voilà pour un simple rappel de ce qu'est le Conseil constitutionnel et comment il fonctionne en gros. Hein, sinon vous vous reporterez bien sûr aux cours antérieurs qui vous ont été dispensés dans le cadre de votre formation. Alors il y a deux choses qu'il faut connaître, et ces deux choses proviennent directement de la Constitution elle-même. Alors je vais m'y référer, hein, pour simplement vous montrer à partir de quoi je travaille par rapport à cela. Donc je suis au niveau de la Constitution, et là, ici, vous avez le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Donc c'était la Constitution de la 4e République. Et dans ce préambule, il y a deux notions, on va dire, qui sont fondamentales, qu'on doit connaître, hein, pour comprendre un peu ce qui se passe dans l'ensemble. Hein. Alors, la première notion, alors je lis en fait le premier paragraphe du préambule, et je lis même, plus exactement, la dernière phrase du premier paragraphe du préambule. Donc si vous allez voir le préambule, vous saurez situer la phrase que je suis en train de lire. Voilà ce qui est écrit. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Donc ça, c'est cette notion qui m'intéresse. Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Qu'est-ce que c'est que ça, hein, puisque dans le préambule, ici, on nous dit, très bien, on reprend la Déclaration des droits de l'homme dans la Constitution, à l'époque de la 4e République, mais comme ce préambule a été repris par la Constitution de la 5e République, celle de 1958, par conséquent, hein, on reprend tout ce qui est indiqué ici. Bon. Alors, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Eh bien, c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de dégager les 10 principes. C'est dans sa jurisprudence qu'on trouve les principes en question. La première chose qu'on peut voir, hein, c'est que si on prend la Déclaration des droits de l'homme, on constate rapidement que dans l'article 2 de la Déclaration, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ça veut dire que déjà, hein, on a compris, il y a des droits naturels et imprescriptibles de l'homme qui sont ceux que je viens d'énoncer, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Et il y a aussi, à côté de cela, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sont des principes qui sont dégagés par le Conseil constitutionnel. Alors, première chose qu'il faut comprendre, c'est que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sont antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958. Ça veut dire qu'il y a eu des lois républicaines qui ont reconnu un certain nombre de choses que le Conseil constitutionnel va qualifier de fondamentales, choses fondamentales, et par conséquent, à chaque fois, il va se référer à des textes antérieurs, évidemment, à la Constitution de 58. Donc les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, on va les chercher dans les lois antérieures à la Constitution elle-même, c'est-à-dire antérieures à 1958. Ensuite, il y a la notion de république. Ça veut dire que les principes dont il s'agit doivent être des principes républicains, ce qui exclut de facto les lois monarchiques, ce qui exclut de facto les lois de l'Empire,
et ce qui exclut aussi de facto les lois vichistes. Donc ces trois lois, ces trois régimes sont exclus, qui ne sont pas considérés comme républicains, par conséquent ils sont exclus. Bien entendu, les lois dont il s'agit sont des lois qui doivent toujours être en vigueur. Elles doivent énoncer des principes généraux. Voilà les conditions, on va dire, à réunir pour qu'un principe fondamental reconnu par les lois de la République soit reconnu comme tel par le Conseil constitutionnel. Alors qu'est-ce qu'on trouve par exemple? Une loi que vous connaissez un peu, c'est la loi de 1901 sur les associations. Vous voyez bien, la loi de 1901, elle est antérieure évidemment à 1958. La liberté de s'associer est une liberté très importante. Le Conseil constitutionnel a considéré que la liberté de s'associer était justement une liberté fondamentale, qu'elle correspondait à la catégorie principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. La loi dont il s'agit, c'était la loi de 1901. Et ainsi, le Conseil a dégagé toute une jurisprudence très fournie, très intéressante à ce niveau-là. Et donc cette jurisprudence, on la retrouve notamment dans ce genre d'ouvrage, par exemple, ici. Donc c'est un ouvrage qui vient étudier en fait la Ve République, et plus exactement la Déclaration des droits de l'homme, et le préambule de la Constitution de 1946, et nous donner systématiquement toutes les affaires qui ont permis, toutes les décisions qui ont permis d'ériger en principe fondamental quelque chose. Donc là on a la liberté d'association par exemple, mais on a aussi les droits de la défense, qui sont les droits effectivement des personnes poursuivies pénalement, la liberté individuelle, la liberté d'enseignement, la liberté de conscience, l'indépendance des juridictions administratives, l'indépendance des professeurs d'université, la justice des mineurs, vous voyez, les spécificités de la justice des mineurs, le principe de pérennité du droit local alsacien-mosellan. Rappelez-vous que notre droit peut différer parfois selon les parties du territoire où il s'applique, et notamment en Alsace et en Moselle, le droit varie. D'ailleurs, dans le CASF, le Code de l'action sociale et des familles, il y a un livre 5, qui est le dernier livre du CASF, qui est consacré justement aux différentes parties du territoire où le droit peut être amené à varier. Alors c'est vrai pour le droit alsacien-mosellan, mais c'est vrai aussi pour le droit outre-marin. Donc il peut y avoir des variations dans la législation. Eh bien c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Donc nous avons vu que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sont des principes qui sont effectivement tirés de la Constitution elle-même, ou alors ils peuvent aussi nous venir de lois antérieures à la Constitution, lois républicaines, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, au titre des principes qui sont reconnus par le Conseil constitutionnel comme étant des principes, alors à défaut peut-être des fois fondamentaux, mais dans tous les cas extrêmement importants. On relève dans les décisions un peu plus récentes, par exemple le droit d'accès à Internet, dans une décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009, le droit d'accès à Internet comme étant un droit important, très important. La dignité de la personne humaine, dans une décision du 21 juillet 27 juillet même 1994, ou encore une décision plus récente, la question d'intérêt supérieur de l'enfant, dans une décision du 21 mars 2019. Voilà des notions qui nous intéressent au niveau de l'aide sociale et du droit social en général, en particulier l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà une notion quand même très très importante. Donc voilà, retenons cette idée, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République,
des principes qui sont tirés de la Constitution elle-même, c'est-à-dire qu'on peut aller les chercher par exemple dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais on peut aussi les trouver dans des lois antérieures à la Constitution, c'est-à-dire antérieures à l'année 1958. Maintenant, si je reprends mon préambule, outre les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ce préambule proclame comme particulièrement nécessaires à notre temps les principes politiques, économiques et sociaux ci-après. Et effectivement, il décline un certain nombre de principes politiques, économiques et sociaux. Alors, les principes dont il s'agit, principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, sont exclusivement issus du préambule de 1946. On va en donner quelques exemples. Par exemple, le droit au travail, qui est issu directement de ce principe. Alors, le droit au travail, on pourrait se dire, mais il y a quand même des chômeurs en France, par conséquent, c'est pas un véritable droit. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Alors on voit bien que, en effet, le droit d'obtenir un emploi, écoutez, il suffit de regarder la réalité économique du pays, puis vous allez vous dire, non, les gens n'ont pas le droit d'obtenir un emploi, sinon tout le monde aurait un travail. Bon. Alors à défaut d'obtenir un emploi, c'est ça l'intérêt d'ailleurs de la démarche, c'est que l'État a l'obligation de fournir à tout un chacun les moyens de subvenir à ses besoins. Donc la collectivité doit fournir à chacun des moyens convenables d'existence. C'est également issu du préambule de la Constitution de 1946, c'est le paragraphe 11 de ce préambule. Et ici, par exemple, pour la matière qui nous intéresse, on reconnaît quelque part le fondement juridique du RMI, au début, en 1988, qui va devenir ensuite, vous le savez, le RSA. Mais voilà, donc c'est à défaut de pouvoir fournir un emploi, l'État doit fournir à chacun des moyens convenables d'existence. Par ailleurs, vous trouvez dans le préambule de 1946 la notion de nationalisation des monopoles de fait et des services publics nationaux. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ça veut dire que le privé lucratif, d'une certaine manière, ne peut pas avoir un monopole de fait. Si c'est le cas, c'est à l'État de nationaliser ce monopole. Et d'autre part, il y a la notion de service public. Donc les services publics sont protégés aussi par le préambule de 1946, même si on sait que il y a un débat autour de la question justement des services publics. Le droit de la famille, le droit à la protection de la santé, Dieu sait si en ce moment c'est important, le droit à l'instruction. Donc on a ici un ensemble de principes particulièrement nécessaires à notre temps. Donc c'est intéressant de constater que ces principes sont existants. Alors, en fait, on voit bien, il y a des principes qui concernent plutôt des droits liés au travail, et puis il y a des principes qui sont plus liés à des droits plutôt sociaux, par exemple le droit d'obtenir une aide en cas de difficulté, comme je le disais tout à l'heure, le paragraphe 11 qui contient un ensemble de dispositions qui constituent des droits-créances, mais plutôt de nature sociale. Donc voilà ce qu'on peut dire sur, d'une part, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et d'autre part, les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Donc avant
de se quitter par rapport à cette séance de travail, ce que je vous propose, moi, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas classer un peu tout ça, parce que j'ai donné des idées assez générales, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver nécessairement. Je crois qu'il faut faire une classification tripartite des libertés, notamment. Bon, on va dire que d'un côté, vous avez les libertés individuelles qui ont plus pour objectif de fournir à chacun et à chacune d'entre nous une certaine autonomie. Donc voilà, ce serait la catégorie des libertés individuelles. On les trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à titre principal, je dirais, mais on peut les trouver dans d'autres textes. Mais les libertés individuelles, donc, c'est des libertés effectivement fondamentales. Vous trouvez aussi des libertés plutôt politiques, qui ont pour but comment dirais-je, de faire en sorte que nous soyons des citoyens. Donc ça, c'est plus des libertés politiques. Et puis enfin, vous trouvez une catégorie plutôt droits sociaux, droits économiques. On va les trouver plus facilement dans le préambule de la Constitution de 1946. Alors si je reviens un instant sur les libertés individuelles, on peut donner un exemple. La liberté d'aller et venir, par exemple, c'est une liberté individuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est protégée constitutionnellement, c'est ce qu'on a compris, je pense, depuis tout à l'heure. Ça veut dire qu'on ne peut pas y porter atteinte, sauf cas particulier. Et là, je pense qu'on est dans une période où précisément notre liberté d'aller et venir, elle est restreinte, elle est réglementée de façon particulière. Tout manquement peut entraîner une sanction. Voilà. Donc la liberté d'aller et venir. Vous allez trouver aussi dans les libertés la liberté d'opinion, la liberté de conscience, la liberté religieuse, par exemple, qui est très importante aussi, d'autant plus importante, par exemple, que on se pose tous la question de savoir si on peut exprimer sa religion librement, pas librement, à quel moment, dans quel type d'endroit, etc., etc. Donc liberté religieuse. Et donc, le fait qu'il y ait une protection constitutionnelle, ça veut donc dire que le législateur ne peut pas, comme ça, réglementer, limiter votre liberté s'il n'a pas une bonne raison de le faire. Hein. Et le Conseil constitutionnel vient vérifier que les atteintes à ces libertés-là ne soient pas abusives, hein, d'une certaine manière. Donc, quand on parle de ces libertés, il faut savoir que dans la hiérarchie des libertés, je dirais, elles sont en haut de la hiérarchie, elles sont très protégées. Voilà. Si on prend le cas des libertés plutôt politiques, vous n'avez pas énormément de libertés politiques, si ce n'est le droit de vote, par exemple, hein, qui n'est pas rien quand même. Hein. Le droit de vote, c'est fondamental. Et le droit d'être élu aussi, hein, l'éligibilité. Donc quand on vient limiter ce type de droit, etc., il faut des bonnes raisons. Par exemple, dans les lois récentes concernant les majeurs qui font l'objet de mesures de tutelle, on vient de leur réattribuer un droit qui leur était pas tout à fait attribué, je dirais, c'était le droit de vote. Maintenant, depuis mars 2019, les majeurs sous tutelle ont le droit de vote, comme tout un chacun. En revanche, ils ne peuvent pas être élus. L'éligibilité leur est fermée, mais en revanche, le droit de vote est possible. Donc ça aussi, c'est important, hein, ça permet à chacun et à chacune d'entre nous de participer à la vie sociale hein, aussi, et à la vie politique du pays. Ensuite, vous avez un ensemble de droits sociaux, je dirais, qui ont été acquis avec le préambule, ou grâce au préambule de la Constitution de 1946. On en a touché un mot déjà tout à l'heure. Alors, le droit au travail, on l'a vu, hein, le droit à la santé, le droit à l'instruction, c'est quand même pas rien, si vous voulez. Hein. C'est des droits fondamentaux qu'il convient de protéger. On ne peut pas toucher ces droits comme ça en toute tranquillité, sans avoir aucune inquiétude. On reconnaît ici la catégorie des droits-créances. Alors là, on est dans quelque chose de particulier, un droit-créance
qui reconnaît une créance de l'individu sur l'État, signifie aussi que l'État a l'obligation de faire en sorte que ce droit trouve une application pratique dans la société. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir les choses comme ça. Alors qu'une liberté, comme la liberté d'aller et venir, c'est plutôt une obligation négative de l'État. C'est-à-dire qu'on demande à l'État de ne pas toucher votre liberté d'aller et venir, sauf cas particulier. Là, c'est le cas avec le coronavirus. Il y a une situation tout à fait inédite, particulière, qui permet à l'État de toucher nos libertés d'aller et venir. Mais sinon, le principe, c'est qu'une liberté publique, en règle générale, pose à l'égard de l'État une obligation négative, c'est-à-dire l'interdiction pour l'État de toucher cette liberté publique, parce qu'elle ne doit pas être limitée. Bon. Alors que quand vous êtes dans la logique plutôt des droits fondamentaux, on pourrait dire à la limite, les droits fondamentaux, c'est des droits qui sont, comme leur nom indique, fondamentaux, et l'État doit les mettre en œuvre. Pas tout à fait la même chose. Mais il y a une limite quand même, dans tous les cas. Les droits fondamentaux, même s'ils sont écrits quelque part, et là c'est le cas, leur mise en œuvre va dépendre de l'échelon quand même politique. Si les gens les mettent en œuvre, très bien, mais s'ils ne le font pas, leur inertie par exemple, à ma connaissance, on ne peut pas saisir une quelconque juridiction pour obliger l'État à faire quelque chose s'il ne le fait pas. Donc ça c'est pas évident. Donc c'est une limite quand même. Et puis en même temps, dans ces libertés sociales, politiques, économiques, on trouve aussi effectivement des choses qui relèvent plus de l'économie. Je pense par exemple à la liberté d'entreprendre, qui est une liberté importante. On a le droit d'entreprendre, d'installer un commerce, une industrie, etc., etc. Puis de ne pas oublier aussi, dans ce qui relève plutôt de l'économique, le droit de propriété. Voilà. Donc voilà un peu l'idée. Donc ici je vous ai présenté de façon assez succincte, mais c'est très difficile d'être succinct dans ce domaine, finalement c'est assez complexe. Les droits de l'homme, un peu, voilà, c'est quoi la déclaration des droits de l'homme. Moi je vous invite à lire la déclaration des droits de l'homme, évidemment. C'est un très beau texte, finalement, vous savez, quand vous regardez bien, c'est un texte qui a été écrit il y a longtemps, puisque la déclaration date du 26 août 1789, et c'est un petit texte en fait. Il n'y a que 17 articles dans la déclaration des droits de l'homme. Alors c'est intéressant. Alors j'ai ici un petit que sais-je, que je trouve très bien fait, c'est un que sais-je, alors il date de quand celui-là ? De 1988, mais je pense qu'il est très bien, et des fois c'est bien d'avoir des ouvrages de cette année-là en fait, pas toujours le dernier ouvrage. Là il a été écrit en 88 avec les idées de l'époque, donc il est intéressant je trouve. Alors c'est Jean Morange qui a écrit ça, et en fait ça retrace un peu l'histoire de la Déclaration des droits de l'homme, et je trouve cette histoire très intéressante. Il y a des choses vraiment en termes d'analyse qui sont pas trop mal. Par exemple, savoir que la déclaration des droits de l'homme a été écrite en grande partie par des députés plutôt du tiers-État. Mais dans le tiers-État, il y a deux niveaux, si vous voulez. Il y a les bourgeois et le peuple. C'est pas la même chose. Parmi les bourgeois qui composent le tiers-État, vous avez quand même beaucoup d'avocats. Et la Déclaration des droits de l'homme est une œuvre collective, certes, mais qui a été écrite en très grande majorité par des avocats. Ça explique aussi, sûrement, son caractère très juridique. Donc vous apprenez pas mal de choses sur la Déclaration, sur la façon dont elle a été écrite, sur les enjeux de l'époque, un petit bouquin qui n'est pas trop mal. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de Jean Morange. Voilà, un que sais-je. Ça c'est l'édition, je le répète, 1988. Il y a sûrement des éditions plus récentes. Mais si vous pouvez avoir accès à l'édition de 1988, c'est pas mal aussi. Donc on a vu ça. On a vu l'idée du préambule de la Constitution de 1946. Donc voilà, préambule important, vous voyez.
Aujourd'hui, ce préambule fait partie, je le redis, de notre Constitution. Donc voilà, il est absolument intégré dans notre Constitution, celle-ci, ok. Et puis on a aussi développé la notion de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et principes particulièrement nécessaires à notre temps, voilà, qui sont également deux concepts, je dirais, qui figurent dans le préambule de la Constitution de 1946. Enfin, vous pouvez rajouter la Charte de l'environnement, parmi tous les textes qui sont importants. Alors la Charte de l'environnement, vous la trouvez aussi dans la Constitution, d'ailleurs elle a été intégrée complètement dans notre Constitution, donc elle fait partie de ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité, qui est composé, outre de la Constitution, il est composé en effet de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du préambule de la Constitution de 1946 et puis de cette fameuse Charte de l'environnement. D'ailleurs, dans le préambule à la Constitution de 1958, qui est un préambule très petit, il fait 2 paragraphes, on trouve en effet le passage suivant. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Puisque la Constitution a fait l'objet d'un certain nombre de modifications, et lors de l'une de ces modifications, effectivement, on a intégré la Charte de l'environnement. Donc le nombre de modifications qu'a connu la Constitution, c'est 24. Donc effectivement, entre le texte d'origine et le texte d'aujourd'hui, il y a des choses qui ont été rajoutées, voire des choses parfois qui ont été supprimées. Alors simplement, je veux attirer votre attention sur la Charte de l'environnement de 2004, qui est composée de 10 articles, vous voyez, voilà. Et l'article 5, c'est un article qui est assez intéressant, parce qu'on parle souvent du principe de précaution, pour expliquer par exemple qu'il faut abattre un cheptel parce qu'il y a telle maladie qui frappe les bovins et que par conséquent il y a un risque de contagion, on va dire, de l'ensemble des troupeaux, et par précaution on va éventuellement abattre le cheptel. On entend aussi parler parfois du principe de précaution lorsque on installe une antenne pour les téléphones mobiles à proximité des maisons, par exemple. Et certaines personnes qui sont radiosensibles, par exemple, vont vous dire que ça va accroître leur malaise par rapport à leur radiosensibilité. Voilà, donc le principe de précaution, c'est le fait d'agir avant qu'un dommage ne soit réellement réalisé, mais parce qu'on a des études qui montrent qu'éventuellement le risque de réalisation du dommage est assez élevé. Donc c'est prévu par l'article 5 de cette Charte de l'environnement. Moi je vous invite, donc, je le redis, à aller voir les textes. Parce que parler des libertés publiques, parler des droits fondamentaux, parler de la Charte de l'environnement, sans avoir la lecture des textes en appui, c'est un peu difficile quand même. Je crois qu'en lisant les textes, on arrive à s'en convaincre. Et à comprendre un certain nombre de choses. Je terminerai là-dessus. Pour les travailleurs sociaux, c'est quand même important ces histoires-là. Parce que, ne serait-ce que dans vos interventions, dans vos écrits, vous avez le droit de faire référence, par exemple, à l'intérêt supérieur de l'enfant, et puis dire que c'est quand même le Conseil constitutionnel qui a érigé le principe d'intérêt supérieur de l'enfant en principe fondamental de notre système juridique. Donc c'est quand même un moyen aussi d'argumenter, de se convaincre ou de convaincre qu'on peut aller défendre une position, défendre des usagers en se servant de nos textes. Puisque ce sont des textes de droit positif, autrement dit, droit applicable au moment où je vous parle. Voilà pour cette séance. Alors, je vais l'agrémenter d'un certain nombre de choses qui seront portées à votre connaissance par le biais de l'IRTS. Et ensuite, je propose une séance de
de correction un peu de ce que je vous aurais donné à faire. Donc vous recevrez bientôt le travail à faire qui viendra compléter ce que j'ai pu dire lors de cet enregistrement. Bonne journée à vous et à bientôt.